Donc, Marie Flossia, je suis praticien hospitalier au CHU de Bordeaux. Je suis gériatre et algologue, donc spécialiste de la douleur. Je m'occupe de la commission, de la sous-commission du comité médical d'établissement qui s'occupe de la formation médicale et du développement professionnel continu. Et je suis donc chef de service du service douleur et médecine intégrative du CHU de Bordeaux qui contient 4 unités. Et donc voilà, je disais qu'il y a 4 unités dans ce service, dont l'Institut de médecine intégrative et complémentaire, dont s'occupe le professeur François Tison, qui est neurologue, et je vous en parlerai tout à l'heure. C'est un service qui dépend du pôle neurosciences. Et ce que vous disiez tous, là, me rappelait un souvenir qu'il y a 20 ans, en consultation douleur chronique, moi je faisais surtout douleur chronique gériatrique, les patients me disaient « Non mais docteur, là je ne veux plus prendre de médicaments, trouvez-moi autre chose ». Et quand on a été formé à un symptôme égale un médicament, j'étais bien embêtée. Donc il a fallu que je me tourne sur d'autres choses, effectivement, déjà d'un point de vue du coup pour les patients, et puis dans un second temps pour les collègues et le personnel hospitalier. Donc je ne vais pas revenir sur les chiffres parce qu'a priori ils vont être repris tout à l'heure, mais c'est vrai que cette méta-analyse dont vous parliez tout à l'heure, qui montrait en 2019 là, qu'il y avait 49% des médecins qui étaient en situation de burn-out ou pré-burn-out, en tout cas en difficulté, et était quand même assez édifiante. Même au niveau des étudiants aussi, hein, en santé, effectivement, c'est pareil, hein, 3 sur 4 qui ont des troubles anxieux, 2 sur 5 qui ont des syndromes dépressifs, et 2 tiers des soignants qui ont des troubles aussi au niveau de l'anxiété et des burn-out. Donc effectivement, on est vraiment sur quelque chose qui est très prégnant, évidemment aussi au CHU de Bordeaux. Et donc nous, notre réflexion a commencé en 2016, où on voyait l'augmentation des burn-out des collègues, et l'arrivée aussi de demandes de formation qui étaient un peu farfelues sur justement des trucs des collègues qui voulaient aller sur des choses où on ne savait pas trop ce que c'était. Hein. Il y avait la naturopathie, il y avait plein de choses qui commençaient à arriver, des techniques un peu de bien-être. Et en parallèle, il y avait aussi des demandes de formation management. Et en fait, ça nous avait interrogé sur le fait qu'il fallait qu'on propose à la fois des approches individuelles et des approches systémiques. Je ne vais pas parler de tout ce qu'on a développé autour du management médical. Je suis médecin, donc voilà, on a travaillé ça depuis 2017, parce que je pense que Mathieu Sibé, qui intervient cet après-midi, va sûrement en dire un mot, puisqu'on a beaucoup travaillé avec lui. Je peux en dire un mot rapidement si vous voulez, mais je vais me polariser, vu que c'est le thème de la table ronde, sur tout ce qui est approche individuelle. Et donc, on voulait s'appuyer sur des méthodes qui avaient une validité scientifique, avec des bases d'études qui fonctionnaient, et puis des choses qu'on connaissait. Alors, ce qui se passe au CHU de Bordeaux, c'est qu'on a une culture quand même assez ancienne, depuis 15 ans, des thérapeutiques non médicamenteuses, surtout autour de l'hypnose. Donc on a 1500 soignants sur le CHU, on est 15 000 au CHU de Bordeaux, ça fait à peu près 10 000 soignants, donc il y en a 1500, ça fait plus de 10% qui sont formés à l'hypnose clinique et thérapeutique. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'effectivement, il y a un bien-être pour le patient, ça on est d'accord, mais aussi parce que finalement, les soignants qui l'utilisent, il y a quelques études là-dessus, mais c'est pas là-dessus que je vais m'attarder le plus longtemps, mais il y a quelques études qui montrent quand même que les soignants qui l'utilisent ont moins de burn-out que les autres, ont une meilleure satisfaction au travail, ont un meilleur sens de ce qu'ils font. Et notre cadre supérieur là, du pôle neurosciences nous dit aussi que c'est un facteur majeur d'attractivité pour faire venir, dans le pôle neurosciences, il nous manquait en début d'année 45 infirmières et aides-soignantes. Ça y est, on est arrivé en 6 mois, elle a réussi à recruter énormément, et elle me disait qu'un des facteurs d'attractivité majeur était de dire qu'ils allaient avoir une formation à l'hypnose pour accompagner les soignants. Donc l'hypnose est vraiment quelque chose d'assez fort au CHU, avec une imprégnation forte. La deuxième chose donc, sur laquelle on a voulu surtout s'appuyer, c'est la méditation de pleine conscience, puisque c'est ce qu'on connaissait, donc c'était en 2016, avec maintenant à l'époque des études sur les soignants. Maintenant on en est aux méta-analyses qui montrent bien qu'il y a effectivement une diminution chez les soignants, de l'épuisement professionnel, avec la diminution de l'impact émotionnel et de la dépersonnalisation. Et donc, en parallèle, on avait un projet de regrouper tout ça sous un institut qui s'appelle donc l'IMIC, l'Institut de médecine intégrative et complémentaire, dans lequel on a, qui est évidemment un institut du CHU, donc il y a les 3 axes, soins, enseignement, recherche, et évidemment l'axe pour le personnel hospitalier, puisque nos 2 axes, on a vraiment voulu travailler pour les patients et le personnel hospitalier en parallèle. Pour l'hypnose, ce qu'on a proposé pour le personnel hospitalier, puisqu'en formation il y avait ce qu'il fallait, c'était pas la question, c'est qu'ils aient un axe, une facilité d'accès aux consultations quand il y en avait besoin, et on travaille pour ça avec le service santé au travail.
je laisse là l'hypnose. Pour la méditation, donc ça a été validé par le comité médical d'établissement avec un soutien très fort de l'institution. Et normalement, je sais que le coordinateur des soins du CHU devait intervenir cet après-midi, c'est Luc Durand qui nous a beaucoup aidé à porter cette mise en place. Et on a commencé initialement par les médecins, puisque j'étais présidente de la commission pour les médecins. Et donc là, actuellement, on est à 150 médecins qu'on formés depuis 2017, donc sur 1500, ce qui est pas mal, ce qui est plutôt bien. Donc avec un cycle de formation un peu plus court que le MBSR, qui est un cycle plus long qui dure 8 semaines. Celui-là, il dure 6 semaines, parce qu'il fallait quand même embarquer les médecins, ce qui n'est pas facile. Et le message qu'on voulait envoyer aux médecins, c'était de leur dire, en 2016, c'était de leur dire, voilà, on vous propose une méthode, on a une validité scientifique derrière. Vous pouvez, celle-ci ou une autre, on ne fait pas de prosélytisme, évidemment, c'est vous qui allez décider, mais en tout cas, on envoie un signal fort de l'institution qui dit que la méthode est prise en charge et vous avez le droit de prendre soin de vous. Ça, c'était le premier signal. Le second, c'était aussi parce que la méditation se développe et on voulait que les gens sachent de quoi ils parlaient quand ça se développe de plus en plus dans le domaine du soin. Et par ailleurs aussi, porter des projets de recherche et de soins, mais ça, c'est ce qui est en train de se mettre en place. D'ailleurs, je voudrais bien rediscuter de la recherche parce que quand même, c'est vrai que c'est très compliqué de se faire financer. Dans les circuits actuels, on a beaucoup de projets on n'arrive pas à se faire financer. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, ça. Donc voilà, donc on a fait une étude rétrospective sur les 5 dernières années qu'on va publier bientôt sur ces médecins et qui nous montre que 5 ans après, la moitié continue à pratiquer régulièrement dans la semaine, 25% continuent à pratiquer dans le mois, donc en gros on a 75% de médecins qui continuent à pratiquer et qui dans les mots qu'ils nous disent, c'est vraiment retrouver de la ressource, gérer mes émotions, augmenter mon attention et mon écoute aux patients. Donc c'est vraiment ça que ça leur apporte. En 2018, donc on a eu, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Nino, des instructeurs, donc des collègues médecins qui se sont formés pour être instructeurs en méditation. Donc c'est pas n'importe qui parce qu'il a fait 2 heures de méditation, on peut être instructeur. Hein. C'est un cycle de formation qui dure 1 an et demi. Donc on a à ce jour, on est 5 médecins à être formés pour être instructeurs. Donc principalement MBSR, Mindfulness Based on Stress Reduction, qui dure 8 semaines ce programme. Et donc là, c'est le personnel hospitalier qui a pu venir en bénéficier. Et actuellement, on est à 800 personnes dans le CHU qui vient faire des cycles de méditation dans le cadre de la formation. Donc c'est un axe institutionnel, c'est-à-dire que c'est financé pas par les pôles, pas par les services, pas par le compte professionnel de formation, c'est financé par le CHU pour les soignants. Donc là encore, on a un soutien très fort dans notre institution pour mener tout ça. Donc on essaye d'accompagner au maximum parce qu'il y a des groupes. On a un groupe de méditation. Une fois que les gens ont fait ces 8 semaines, on les abandonne pas comme ça. Il y a un groupe qui se réunit une fois par mois pour méditer ensemble. On organise des retraites de week-end. Donc il y en a une ce week-end qui fonctionne très bien. On commence à développer d'autres programmes. Je ne sais plus qui l'a dit ce matin, mais basés sur la compassion. C'est celui-là qu'on essaye de faire financer d'un point de vue de recherche, et ça c'est très compliqué. On n'y arrive pas, hein, très clairement. Et puis il y a des groupes dans les unités. Le CHU de Bordeaux est un gros CHU, et donc il y a des groupes dans les unités qui se réunissent une fois par semaine pour guider les soignants qui le souhaitent. Donc pas forcément sur des grandes formations de 8 semaines, mais ceux qui veulent venir faire 1 heure par semaine peuvent venir faire 1 heure par semaine. Et donc on fait des mini-formations pour les gens qui vont pouvoir guider ces groupes dans les services. Et puis on a aussi une plateforme informatique qui est dédiée au personnel hospitalier sur laquelle il y a toutes les ressources, il y a plein de ressources, alors à la fois en hypnose, en auto-hypnose et puis en méditation pour que les gens puissent aller retrouver les méditations guidées qu'ils souhaitent et puis après qu'ils soient au courant de tout ce qui se passe, etc. sur le CHU. Pour être un peu plus large, juste rapidement, effectivement, quand on en discute avec notre coordonnateur des soins, on est bien d'accord que la méditation n'est pas une fin en soi. On est évidemment d'accord que ça s'appelle Institut de médecine intégrative et complémentaire, donc on se positionne en complémentarité de tout ce qui reste, et que le management est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, en 2017, on avait mis en place une formation au management médical pour les praticiens du CHU. Pour tous on a 280 responsables, et donc ils ont tous fait... Bon, il nous reste toujours une trentaine d'irréductibles gaulois qu'on n'arrive pas à récupérer, mais on va dire qu'on en a 250, en tout cas, et puis ça tourne, qui ont fait cette formation et dans laquelle il y a également... alors, il y a une base, évidemment, de formation de communication entre nous, etc., de gestion des conflits, de qualité de vie au travail, et puis après, il y a des modules complémentaires qui sont travaillés en pluridisciplinarité avec les cadres, avec la direction, dont un module de leadership, justement, basé sur la méditation, etc., etc. Donc...
Pour revenir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, dans la partie enseignement, on a développé effectivement, mais ce sont des optionnels en 5e année de médecine, un optionnel hypnose qui est sur 20 heures, un optionnel méditation qui est sur 20 heures, et l'optionnel méditation, c'est très touchant de voir les étudiants se l'approprier et venir nous dire, parce qu'on a commencé le premier était pendant le Covid, donc on l'a fait en visio, l'optionnel méditation en visio, on ne voulait pas lâcher, c'était en mai, on s'est dit, enfin c'était en mars, on voulait y aller, c'était au premier confinement, et là on retrouve maintenant, ils sont internes et ils viennent nous voir en nous disant ça a transformé ma façon de voir, et je trouve ça vraiment, alors là je suis juste sur des paroles que je rapporte, hein, j'ai pas d'études là derrière, mais c'est vrai que c'est touchant de l'entendre, et c'est plutôt voilà, c'est plutôt bien. On commence aussi à développer la médecine narrative, qui est la façon de se raconter. C'est vraiment pour nous, c'est pas les thérapies narratives, hein, c'est vraiment pour les soignants. Donc c'est comment on raconte ce qui nous arrive, comment on l'écrit. Donc ça fait partie aussi de l'Institut. Et puis dans nos projets, on voudrait s'ouvrir au groupe hospitalier de territoire et commencer à créer des lieux de ressourcement à l'intérieur du CHU. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si j'ai dépassé ou si j'ai fait mon temps. Merci.